Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Knicks de New York, magnifique 3e de la conférence Est. On va parler de Joel Embiid dont la blessure au ménisque vient de mettre en péril une des saisons individuelles les plus dominantes de l'histoire, ainsi que les espoirs collectifs des Sixers pour les playoffs. On terminera en parlant de Victor Wembanyama et de ses prouesses sur le terrain. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, avant de commencer de parler de tous les sujets que je viens d'exposer dans cette introduction, j'aimerais parler avec toi de l'actualité. Et l'actualité, c'est la nomination des remplaçants pour le All-Star Game. On sait enfin quels vont être les joueurs qui vont accompagner les joueurs nommés dans le 5 par le vote des fans. Et par qui encore il y a les joueurs et les journalistes, c'est ça, qui votaient pour les starters, c'est ça ? Oui, il me semble. Donc voilà. On a eu, donc, dans la conférence Ouest, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Karl Anthony Towns, Paul George, Anthony Edwards et Devin Booker. Et à l'Est, on a Jalen Brunson, Jalen Brown, Donovan Mitchell, Paolo Banchero, Bam Adebayo, Tyrese Maxey et Julius Randle qui est blessé. Est-ce que tu as une première réflexion par rapport à cette nomination ? Évidemment, la première réflexion, c'est la déception pour Rudy Gobert. Bien sûr, je pense qu'il méritait sa place. Pour moi, il la méritait plus que Towns au All-Star Game. Je trouve qu'il est beaucoup plus fondamental pour le jeu de son équipe que Karl Anthony Towns. Il est plus impactant, plus valuable. Donc, je trouve ça un peu injuste. Après, évidemment, si je me fais l'avocat du diable, Towns a un profil beaucoup plus All-Star Game, entre guillemets, que Rudy Gobert. Effectivement, les Wolves, c'est la meilleure défense de la NBA. C'est la 19e attaque de la Ligue, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ils sont pas dans le top de la Ligue en attaque. Les Wolves gagnent par leur défense, pas parce que Anthony Towns est un excellent joueur offensif. Donc, non, et puis l'argument de ces 60 points, pour moi, c'est complètement anecdotique. Écoute, le mieux qu'on puisse souhaiter à Gobert, c'est qu'il soit piqué au vif et qu'il nous fasse une fin de saison monstrueuse, qu'il aille chercher un nouveau trophée de meilleur défenseur de l'année, ce qui le ferait rentrer dans l'histoire de la Ligue. Mais bon, je peux comprendre s'il est un peu déçu, quoi. Oui, alors, comme tu l'as très bien dit, c'est pas un joueur de All-Star Game. Non. Je pense que aucun officiel de la NBA n'a clairement envie de voir Rudy Gobert dans le All-Star Game. C'est pas le délire. Oui, mais maintenant, ça devrait pas être ce critère-là, en fait. Et on va en parler tout à l'heure sur les évolutions, sur l'évolution des règles et l'explosion offensive en NBA qu'on voit ces derniers temps et ces dernières années, même, j'ai envie de dire. C'est ce dont on va parler aussi. Mais je trouve que ça représente le peu de considération qu'on a pour la défense aujourd'hui dans cette ligue, et pour moi, qui est un véritable problème, en fait. Et je trouve ça, clairement, je trouve ça totalement inadmissible que ce mec-là soit pas dans le All-Star Game. C'est très probablement le défenseur de l'année, et il est pas All-Star. Enfin, je veux dire, pour moi, on marche sur la tête quand on arrive à ce genre de truc. Et Karl Anthony Towns, voilà, bon, les gens qui écoutent ce podcast savent que c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur qui, je pense, impacte la colonne des victoires, quoi. À ce point, en tout cas, moins que Rudy Gobert à mes yeux. On pourra aussi parler du fait que Domantas Sabonis et De'Aaron Fox sont absents. Alors, voilà, il y a, comment dirais-je, par exemple, si tu vois à l'Est, il y a eu le scandale, certains ont dit pour dire les joueurs qui étaient absents, où c'était potentiellement un scandale. Il y en a qui disent à l'Est, il y a Trae Young qui est pas sélectionné, alors que le gars, il est dans le top marqueur, top passeur de la ligue. Ok. L'explication, l'argument principal, c'est de dire oui, mais son équipe des Hawks n'a pas les résultats qu'il faut pour justifier ça. Dans la conférence Ouest, pourquoi on a sélectionné Stephen Curry alors ? Si tu regardes les stats de Stephen Curry avec celles de De'Aaron Fox, c'est pas à ce point fou, et les Kings ont des meilleurs résultats que les Warriors aujourd'hui. Anthony Davis, c'est un peu la même chose. Devin Booker, les Suns étaient à la peine il y a pas longtemps, ils remontent un peu, mais les Kings sont devant les Suns au classement. Les Suns ont déjà un All-Star en la personne de Kevin Durant. Je vois pas pourquoi les Kings seraient privés d'un All-Star. Je vois pas la raison et le raisonnement, en fait, qui justifie ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Effectivement, le fait qu'il y ait aucun joueur des Kings, moi, ça m'étonne. Surtout que, leur saison est un peu décevante au regard des attentes que leur saison dernière avait créées, mais enfin, Fox, c'est 27 points, 5 passes. Sabonis, c'est 20 points, 13 rebonds, 8 passes. C'est quand même des productions qui sont absolument colossales.
Et ouais, et alors moi je reviens juste sur ce que t'as dit par rapport à Gobert, sur le fait qu'il n'était pas très populaire, qu'il n'avait pas le profil spectaculaire. En fait, moi ce qui me gêne, c'est que normalement le choix des coachs, il sert justement à compenser Exactement. le fait que le public vote sur des critères qui sont pas nécessairement des critères sportifs. Et justement, pour moi, ils sont là pour réparer ce genre de d'injustice entre guillemets, et là ils l'ont pas fait, je trouve que c'est vraiment très dommage. Écoute, de toute façon, on verra ce qu'il en sera concrètement le 19 février, parce que comme chaque année il y aura des forfaits, à l'Est, t'as parlé du fait que Julius Randle était blessé, il y a aussi Joel Embiid qui est parmi les starters qui logiquement devrait rater le All-Star Game, donc on va Mais ils vont bien remplacer voir. ça avec des joueurs de l'Est. Les joueurs de l'Est, Oui, bien sûr, bien pour sûr. remplacer les joueurs à l'Est, voilà. Moi, Oui, mais j'ai noté, je verrais bien Scotty Barnes, Kristaps Porzingis, Derrick White. Dans les derniers choix, tu as peut-être Jarrett Allen et Miles Turner, même si Miles Turner, je serais pas fan de ce choix-là. Voilà, mais à l'Ouest, ça change pas ça change pas le fait que Rudy Gobert qui est pas là, euh, et je le changerai poste pour poste avec Towns, clairement, parce que quand on joue à ce jeu-là, faut toujours dire qui est-ce qu'on enlève de la liste. ouais, C'est ouais, non mais en important fait, parce que tu peux dire oui, ce mec-là il y est pas, c'est pas normal. Dans ces cas-là, t'enlèves qui? Et je comprends bien que par exemple dire, je mettrais bien De'Aaron Fox à la place de Stephen Curry, je comprends bien que ça puisse faire totalement hurler. Moi-même en disant ça, je me fais une entorse de l'oreille en m'écoutant parler. Mais je suis désolé, il y a un moment, tu peux pas sortir l'argument, la carte de les résultats de l'équipe doivent compter dans la sélection All-Star. Euh, pour certains joueurs et pour d'autres en faire fi totalement. Et Stephen Curry, je comprends bien son statut dans la ligue et je suis content qu'il soit au All-Star Game parce que c'est effectivement un joueur extrêmement spectaculaire que j'ai envie de voir dans le All-Star Game, tout à fait. Mais comme tu viens de le dire, là, logiquement, ça devrait être un peu au mérite. Et je trouve que les Kings qui se font enfler 2 fois sur leurs 2 joueurs, je trouve pas ça normal en fait. Je trouve que les Kings devraient avoir un All-Star, clairement. ah non mais c'est sûr, mais après moi je te dis, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait aussi des changements à l'Ouest. Je pense qu'à l'Ouest il y a des joueurs qui sont tout à fait capables de se péter d'ici le 19 février, c'est quand même dans 15 jours, plus de 15 jours. Tu vois, un Anthony Davis, on n'a pas de garantie qu'il sera encore en bonne santé dans 15 jours, donc bon, peut-être qu'il sera remplacé. À ce moment-là, on verra qui sera l'heureux élu. Mais je suis d'accord avec toi, cette sélection-là, moi, elle me convient pas. Je trouve qu'il y a trop d'incohérences. Je comprends vraiment pas certains choix des coachs, quoi. Voilà. Après, la difficulté est réelle. C'est-à-dire qu'il y a un pool de talent dans cette ligue Colossal. aujourd'hui qui rend la tâche extrêmement compliquée. Et il y a forcément des déçus, il y a forcément des frustrations, forcément des coups de gueule à avoir. Je le conçois tout à fait. Et encore une fois, comme je viens de le dire, Stephen Curry, je comprends son statut et je comprends sa place dans la ligue. Mais encore une fois, j'ai du mal à entendre certains arguments pour certains joueurs qui ne s'appliquent pas pour d'autres, quoi. Et je Bah, trouve on ferait bien d'avoir une certaine cohérence quand même quand on discute de tout ça, parce que je comprends bien le côté émotionnel, le côté Stephen Curry quand même. Ouais, quand même, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi-même, ça me ferait chier qu'il soit pas là, tu vois. non mais attends, c'est Mais comme bon. le duo des Lakers, hein, que les Lakers envoient 2 joueurs au All-Star Game avec un bilan à peine à l'équilibre. Merci à Boston d'avoir quasiment pas joué cette nuit pour qu'on soit à l'équilibre. Et C'est ni le Thunder, ni les Nuggets n'ont 2 joueurs dans cette histoire, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Les Clippers en ont 2, les Wolves en ont 2. Euh, donc voilà. Les Kings en ont dans le top 6, les Kings en ont 0. C'est la seule équipe qu'on a 0. Et dans le top 6, t'as les Nuggets qu'on a 1 et le Thunder qu'on a 1. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à C'est fait. fou. Et les Warriors sont la seule équipe qui est hors play-in à avoir un joueur présent dans le Star Game. Si Scotty Barnes, je finissais par être sélectionné par exemple à l'Est, il serait aussi, il serait aussi dans ce cas-là, pour le coup. Les Raptors sont hors play-in aujourd'hui. Donc, je sais pas. C'est très bizarre. J'ai vu qu'il y avait plus le Ella Mending aussi. Ça m'a déçu, ça. J'ai même pas suivi cette histoire. Ouais, non. J'y suis tombé là-dessus, j'étais là. Ah ouais, tiens. Non, mais de toute Ok. façon, on va être honnête, hein. Je vais pas regarder le All-Star Game, je vous le dis Voilà, tout de suite. exactement. Enfin, sauf si le matin je me réveille et que je vois que ce n'a pas été une farce totale, Mais tu n'y crois même pas en disant ça. bah non, attends. Bah voilà, tu sais très bien que ça va être une farce, quoi. Et Charlie, depuis combien de temps ce truc n'a absolument ni queue ni tête? Trop longtemps pour compter. Oui, Et ça fait, je sais même plus quand est-ce que c'est parti en cacahuète cette histoire, mais
je me souviendrai toujours de ce All-Star Game là où Curry s'allongeait par terre après avoir marqué un 3 points. Enfin, tout le monde était là à Après, rigoler. T'as l'impression de voir un stand-up bientôt. ah, mais après, c'est la tendance C'était- globale de la ligue aussi, hein. Quand tu vois Non, que mais les bien matchs de sûr. saison régulière se finissent parfois à 150, 145, tu comprends bien que c'est pas demain la veille que le All-Star Game va redevenir un match où ça défend, où c'est compétitif, etc., etc. Ouais, mais le Elam Ending, là où je suis déçu de le voir partir, c'est que au moins, au minimum, tu pouvais te taper les 5 dernières minutes du match. Et si le match était un peu serré, c'était sympa. Oui, je suis d'accord. Des fois, il y a eu des moments sympas dans l'All-Star Game grâce à ce truc. Et plus des espèces de purges où des fois, t'as une équipe qui va gagner 30 points et ils ont arrêté de jouer au deuxième quart-temps, quoi. Ouais, Enfin t'es bref. gentil. Deuxième carton, t'es gentil. Encore faut-il qu'ils aient commencé. Voilà, exactement. Les Grizzlies ont transféré Steven Adams à Houston. Je voulais en parler vite fait. Totalement du salary dump, alléger la masse salariale et se donner une marge de manœuvre à l'intersaison pour équilibrer l'effectif. Voilà. J'ai une pensée pour Tom Feller parce que je pense qu'il était déçu de voir partir Steven Adams. C'est un joueur que t'aimes pas voir partir quand il est dans ton équipe, Steven Adams. Oui, c'est encore un bon choix de la part des Rockets en termes de vétérans pour encadrer leurs jeunes, hein. Déjà, ils s'étaient pas trompés cet été. Je trouve que là, à nouveau, ils se trompent pas, quoi. Ouais, tout à fait. Charlie, je suis colère. Je Ah. suis colère contre LeBron James. Oh. Il me saoule. Il me saoule. Son tweet avec son espèce de sablier là. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlie? C'est quoi ce truc? C'est quoi de dire j'ai aucun message pour mes coéquipiers, ils ont juste à faire leur boulot. C'est quoi ces discussions permanentes autour de l'avenir de Darvin Ham? C'est quoi cette équipe des Lakers qui est là? Ah, on aimerait avoir des jeunes Temeray, mais on veut pas donner au Steve Reeves, hein. On veut rien donner du tout. On veut des jeunes Temeray. Donnez-le nous gratos. Qu'est-ce qui se passe aux Lakers? Et le fait que LeBron soit dans toutes les rumeurs de transfert aujourd'hui là. Les limites, on est en train de dire que demain, il va partir. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, Charlie? Bah, ce qui se passe déjà, c'est que le groupe a lâché. Enfin, moi, je pense que, en tout cas, les leaders du groupe ont lâché Darvin Ham. Enfin, pas qu'ils l'ont lâché, mais que ça fait déjà un moment qu'ils estiment qu'il n'est plus l'homme de la situation. Donc, est-ce qu'il y a un espèce de bras de fer entre les leaders du groupe et la direction de la franchise qui, elle, continue à croire en Darvin Ham? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a des séquences qui sont étonnantes. T'as parlé du tweet de LeBron, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la conférence de presse après, où tu sais, donc en fait, il y a la responsable de communication qui clairement coupe LeBron James quand ce sujet-là est abordé et où LeBron dit très clairement c'est une façon de me couper parce que j'étais sur le point tu vois, de balancer un peu. C'est hallucinant de lire ça. Et le tweet de LeBron, bah c'est du classique LeBron, hein, Passif agressif. bah oui, bien sûr. Ah la vache. Non mais on en a parlé l'autre jour en plus. Le Mais oui. schéma, ouais, c'est une boucle temporelle le truc. LeBron, son équipe foire, la frustration. Et LeBron nous envoie des messages cryptiques sur Internet pour nous dire qu'il est pas content. Faites quelque chose pour me sauver ma saison. Stop, stop, j'en peux plus, sérieux, j'en peux plus. Oui, je suis J'en ai ras d'accord, le mais en même bol. temps, moi, tu vois, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on dit qu'il faut absolument que quelque chose change dans cette franchise, que ça soit un changement de coach ou alors des mouvements dans l'effectif. Ça fait un moment qu'on le dit, et c'est vrai que pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Et c'est vrai que bon, là, on parle beaucoup de LeBron parce que évidemment, c'est LeBron qui cristallise absolument toute l'attention. Mais j'avoue que moi, même quand j'entends Vanderbilt qui explique à la fin du match que il faut avoir un 5 défensif pour débuter les matchs, mais attends, on est où là? Si vraiment tu veux passer un message à ton coach, tu le dis à ton coach dans les vestiaires, tu le dis pas dans les médias. C'est insensé. Surtout Vanderbilt je vais dire, dans la hiérarchie du vestiaire, bon. Ouais, mais pourtant, Vanderbilt, il est très utile dans l'effectif. Non, Il mais bien fait sûr, son je, boulot, je tu te, vois, je te mais parle de l'assise qu'il a oui. dans la franchise, quoi. Mais c'est ça, c'est que si même lui Il en a en est aucune. à se permettre ce genre de truc C'est ça, avant les matchs, exactement. enfin, on en est où? Et c'est vrai que l'obstination. En fait, moi, je suis pas là pour dire Darvin Ham n'est pas un bon coach. C'est absolument pas ça ce que je dis. Je dis pas du tout Darvin Ham n'a aucune chance de trouver des solutions. C'est pas un coach NBA. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de dire, mais est-ce que son vestiaire le suit encore? Et en fait, si son vestiaire ne le suit pas, le mec, ça peut être le plus grand génie de l'histoire du basket et il n'arrivera à rien. On sait très bien comment ça fonctionne. C'est une question de rapport humain. Si ton groupe ne croit pas en tes principes de jeu, en tes rotations, en tes choix, mais c'est mort, en fait. C'est mort. Hmm. Et la question, elle est surtout là aujourd'hui, en fait. Elle est,
Est-ce qu'on est vraiment dans un bras de fer entre les joueurs et la direction sur le sujet d'Arvinam? Qui y croit encore, en fait, aujourd'hui, à cette association d'Arvinam-LeBron James dans la franchise? Oui, mais bon, c'est tout le temps la même histoire, c'est insupportable. Et Bah c'est oui. pareil, tu vois, là, les fans des Lakers, et je te mets pas dans le lot de ceux de cette frange-là, des fans des Lakers forcément, mais tous ces fans des Lakers qui pensent qu'ils vont récolter des joueurs comme Dejounte Murray pour rien du tout. T'as l'impression que les gars ils jouent à NBA 2K et qu'ils sont là en train de faire des transferts sans aucune contrepartie à donner. Mais les gars, vous avez rien à échanger si ce n'est des joueurs. Il va bien falloir donner quelque chose si vous voulez récupérer du talent et changer la physionomie de votre équipe. Vous pouvez pas faire venir des joueurs comme ça sans rien donner en retour, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Je vois pas le délire en fait, et je me demande ce que Pelinka va faire. Mais en fait, le délire, c'est D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, auprès des fans, enfin, auprès de Il plein veut de se fans mettre de là. la Ouais, NBA, ouais. il a une cote qui est plus élevée que ce qu'il l'est réellement. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que D'Angelo Russell peut suffire à récupérer un fort meneur ou un fort arrière. Faut être aveugle. Voilà, je pense que c'est Waouh. pas le cas. Et d'ailleurs, les Hawks ne veulent absolument pas de D'Angelo Russell, d'après ce qu'on a entendu ces derniers Ouais. jours. À moins que le front office des Hawks soit dirigé par un enfant de 12 ans, je vois pas comment ça va se passer, quoi. C'est sûr et certain qu'ils vont pas vouloir de ce gars-là, quoi. Mais c'est clair que là, la fin de carrière de LeBron, Est-ce que Pelinka est capable de transférer LeBron ou pas à la demande de LeBron, il le fera pas si LeBron ne le veut pas, mais tu penses qu'il y a ça qui se trame ou pas? bah, c'est Et en tout cas, j'entends trop de trucs là-dessus pour que, bah, franchement, surtout en fait, on en a parlé toi et moi. Je te oui, oui. dis, je pense, enfin, pour moi c'est du bullshit à partir du moment où on entend parler de ça, ça fait vendre du papier, ça fait vendre des articles, ça fait du clic. Ok, ça je le comprends, c'est le business des médias, c'est le business voilà, de ce sport un peu spectacle. Ok, pas de problème. Maintenant là, il y a deux trois informations selon certaines sources qui commencent à, c'est trop insistant pour que je regarde ça en me disant mais non c'est n'importe quoi. Bah, c'est surtout que visiblement Ce serait comment fou. enfin le type qui a tweeté effectivement sur le fait que Ouais. LeBron pourrait bouger a dans son historique quand même beaucoup d'informations Bah, pertinentes et qui se ouais. sont avérées justes sur LeBron et parfois même sur des sujets où Sur ses plus personne grandes décisions de voilà, carrière en fait. exactement. Donc Écoute, est-ce que Pelinka en est capable? Oui, Pelinka en est capable si LeBron veut se barrer. De toute façon, Pelinka, il a tellement été au contact des joueurs dans sa carrière d'agent qu'il sait mieux que personne qu'un joueur qui ne veut plus être quelque part ne donne jamais le meilleur de, tu vois, le meilleur de ses moyens. Donc, est-ce que c'est possible que ça arrive? Oui, c'est possible que ça arrive. Est-ce que ça va arriver? Ça, je sais pas. Il faut quand même, enfin, c'est pas si facile, quoi. Il faut trouver avec quelle franchise tu le trades, comment tu le trades, contre quoi tu le trades, qu'est-ce que les Lakers y gagnent. Bon. En tout cas, c'est clair que si le, entre guillemets, conflit LeBron-Darvinham se solde par un maintien de Darvinham et un trade de LeBron, alors là, celui qui avait annoncé ça, ça serait ah ouais, historique. c'est incroyable, c'est Ce incroyable. serait historique, quoi. Mais quelque part, ce serait un signe fort aussi. Ouais. Ce serait LeBron qui dans sa carrière de GM, décide de son propre transfert, quoi. Voilà. C'est beau. La NBA ne s'inquiète pas de l'explosion offensive actuelle. C'est marrant parce que c'est une discussion qu'on avait déjà eue l'an dernier. On en avait tous parlé de ça déjà. Ouais. C'est un sujet récurrent. Pourquoi? Parce que il y a une explosion offensive qui n'est pas nouvelle. C'est une constante depuis 10 ans maintenant. Pourquoi? Parce que tu as une évolution des règles depuis des décennies que la ligue change, que la ligue évolue incessamment. C'est pas forcément un problème de défense. Je suis pas d'accord pour dire ah les défenses sont nulles et c'est comme ça qu'on explique le truc. Je pense qu'il faut pas voir ça de cette manière-là. C'est l'explication comment dirais-je, bah, un peu naze quoi. C'est de dire ça parce que c'est simpliste. Oui, c'est très simpliste. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà d'une, il y a un meilleur spacing, les joueurs sont de plus en plus affûtés offensivement. Hein. Clairement aujourd'hui dans la ligue, si t'es pas capable de shooter, tu restes pas sur le terrain. Voilà. Donc c'est simple. La défense depuis plusieurs années maintenant, elle n'est pas aidée. Il y a eu l'abolition du hand-checking en 2004, ce qui est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Moi qui ai connu ça, le hand-checking, si tu regardes le début des années 2000,
t'avais des matchs, on en a déjà parlé aussi, mais t'avais des matchs, c'était des purges pas possibles, quoi. C'était tiens, ils ont gagné 73-68, quoi. What? C'était des matchs des fois atroces, quoi. Haché, c'était du rugby, le truc. Ouais, c'était hyper haché, ouais. C'était assez particulier. Il y a aussi, selon moi, une manière d'arbitrer les matchs en NBA qui a beaucoup évolué. L'avantage, clairement, dans les règles et dans la manière dont elles sont appliquées, parce que les règles existent, c'est une chose. La manière dont elles sont appliquées par le corps arbitral en est une autre. Bien sûr. Je pense qu'il faut bien comprendre ça. Et clairement, aujourd'hui, la décision a été prise, je pense, dans les plus hautes instances de la NBA, de donner l'avantage à l'attaque. Un joueur peut plonger dans son défenseur, peut jeter les bras en l'air, vendre des fautes aux arbitres et se voir accorder de lancers francs sans que personne n'ait rien à redire. Enfin, personne n'a rien à redire. C'est peut-être ça pour moi le problème aujourd'hui. C'est que on a peut-être atteint un cap. Alors, on n'est plus dans la caricature qu'on avait eu un moment avec avec James Harden, pardon, où à l'époque, ces espèces de bait pour avoir des fautes en permanence, c'était devenu un peu insupportable. C'était devenu le scientifique de la provocation de fautes en NBA, James Harden. C'est le gars qui avait cassé le jeu, quoi, clairement. Il avait trouvé la façon d'obtenir des lancers francs à quasiment chaque pénétration, chaque action, chaque tir. Ouais, La NBA a un peu évolué là-dedans. Ils ont dit, voilà, aujourd'hui, quand un joueur fait sauter un défenseur et qu'il se jette dans le défenseur, il n'y a plus faute. Quand il étend ses jambes et que le défenseur touche la jambe parce que le gars met sa jambe sur lui, c'est potentiellement une faute offensive. Il y a eu quelques changements cosmétiques, on va dire, pour aider un minima un peu plus la défense. Mais selon moi, l'avantage est largement donné à l'attaque et c'est pour ça qu'on voit ça. Et ça va pas changer. Et dernier point avant que je te laisse parler à propos de ça, il faut bien comprendre que le spacing aussi donne aujourd'hui des attaques optimisées au maximum. Et oui. 39% des tirs tentés sur un terrain de basket aujourd'hui sont des tirs à 3 points. C'est ce qu'on voit depuis pas mal de temps. Sur les 5 dernières saisons, le total le plus élevé pour une saison, hein, c'est 35,2 3 points tentés en moyenne par match. C'était la saison 2021-2022. Cette saison, on est un peu en dessous. On est à 35. Tu vois, c'est pas beaucoup en dessous. Ça augmente pas vraiment. Ça commence à stagner, ce chiffre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On n'est pas en train de se barrer vers 45 tirs à 3 points par match non plus. On a un peu tapé dans la limite de ce qui était possible. Du moins, pour le moment, j'ai pas envie de m'avancer, hein, on sait jamais. On verra ce que ça donnera. Pour vous donner un ordre de comparaison, dans la saison 2013-2014, la moyenne de tirs à 3 points tentés par match était de 21,5 dans toute la ligue. Voilà. Oui, et puis là, on voit bien l'explosion offensive, elle est très clairement illustrée par les chiffres. Là, cette saison, il me semble avoir vu que les équipes NBA marquent plus de 115 points par match. On était à 110. C'est la meilleure, comment dire, c'est le meilleur ratio offensif jamais vu, je crois. Oui, mais c'est ça, on était à 110 il y a 2 ans, tu vois, donc Ouais. c'est quand même, c'est une augmentation qui est importante. Moi, alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce que tu as dit, c'est que déjà, effectivement, le profil actuel des joueurs, le spacing, la tout va, etc., fait que de toute façon, même si l'arbitrage était plus orienté défense, on aurait une explosion offensive. Donc ça, déjà, c'est une donnée qui est importante. Maintenant, c'est vrai que pour moi, le seul moyen pour que la Ligue prenne conscience du fait qu'il y a un souci et qu'il faut réagir, c'est que les acteurs du jeu prennent la parole, comme l'a fait Steve Kerr il y a quelques jours. Il a demandé une évolution des règles pour moins favoriser l'attaque, sur le fait notamment de provoquer les contacts. Il a demandé à ce que les appuis fassent l'objet de plus d'attention pour éviter qu'il y ait des marchés innombrables à chaque match. Ça, c'est une plaie. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'il soit un peu suivi. J'aimerais bien que des coachs un peu historiques de la ligue, des Popovich, des Carlisle, des mecs comme ça, aillent un peu dans son sens. Pour le moment, c'est pas du tout le cas, et c'est vrai que la NBA, par la voix de Joe Dumars, qui est le président des opérations basket de la ligue, s'est prononcé sur le sujet très récemment, et en gros, il a dit que c'était absolument pas un problème à leurs yeux, que c'était le basket d'aujourd'hui, et que de toute façon, les fans, eux, ce qu'ils voulaient, c'était vivre une expérience hors norme devant un match, et que finalement, le score final, ils s'en foutaient. Je pense que c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment cet argument peut être viable. À la limite que cet argument soit viable pour les mecs qui vont payer leur place $500, ok, pourquoi pas. Mais l'économie de la ligue et l'économie de la NBA aujourd'hui, c'est pas juste les gens qui vont sur place, c'est énormément les gens qui suivent sur le League Pass, etc. Et c'est
des matchs où ça défend, c'est beaucoup plus intéressant. Je suis désolé. En tout cas, pour moi, c'est clair. Pourquoi on aime les playoffs? Pourquoi on aime les playoffs? Parce qu'on est plus on est dans un truc beaucoup plus rugueux, un truc un peu plus physique, Bah, devant du basket, quoi. voilà, sans tomber dans la caricature non plus, sans tomber dans un absolutisme où ça n'a plus rien à voir avec la saison régulière non plus, tu vois. On n'est pas là-dedans. Et moi, Mais c'est plus intéressant parce que c'est plus compétitif. et oui, et moi, à titre très personnel, le nombre de potes que j'ai qui, ces 10 dernières années, ont lâché la NBA parce qu'ils en avaient marre du fait que ça ne défende absolument pas est vraiment important. Et en fait, c'est des gens qui, aujourd'hui, ne regardent plus que les playoffs. Parce que c'est là que c'est du vrai basket, quoi. Et je comprends pas. je comprends pas comment la Ligue peut estimer que tout va bien, Madame la Marquise, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Mais je sais pas. Pour moi, il y a quand même un manque de constance dans la façon dont c'est arbitré, rien que sur cette différence entre la régulière et les playoffs, déjà. Et ce serait quand même intéressant de mettre un peu plus de ce qu'on voit dans les playoffs au sein de la saison régulière. Et j'aimerais bien savoir dans ces cas-là pourquoi c'est pas le cas. Après, il y a quand même des règles aujourd'hui qui ne sont pas du tout appliquées comme elles se doivent, je trouve, parce que tout est une question d'interprétation au final. Regarde les écrans en mouvement, les moving screens, qui avant fallait que tu sois absolument immobile et si t'avais pas posé ton écran correctement, bah tant pis pour toi. Aujourd'hui, un joueur est capable de poser un écran. Ah putain, je suis un mètre trop à côté. Ah bah je fais un pas de côté et hop, c'est bon, j'ai fait mon écran. Limite, même tu peux faire comme des linebackers au football américain où tu pousses le joueur qui est en train d'essayer de revenir défendre sur le tireur. C'est quand même, pour moi, il y a quand même des problèmes de la manière dont les règles sont appliquées aujourd'hui par les arbitres sur le terrain. Ah bah je vais être franc, les moving screens, si c'était sanctionné comme ça devrait l'être, les Warriors auraient eu des matchs beaucoup plus compliqués. Non mais c'est vrai, hein, c'est l'équipe qui en a le plus profité, quoi. L'interprétation des marchés, c'est pareil, c'est compliqué. Il y a plein de règles aujourd'hui. Alors, sans revenir à ce qui se faisait dans les années 70, 80, 90. Sans passer par cet extrême-là. Je trouve qu'aujourd'hui, une solution simple, ce serait pour la NBA, de s'inspirer un peu plus des règles FIBA, de comment les matchs sont arbitrés en FIBA et comment ça se passe en FIBA. Quand je regarde les compétitions internationales, je trouve ça beaucoup plus agréable parfois, pas parfois, même souvent, à regarder que ce qui peut se passer en régulière en NBA. Il y a moins de chichi, il y a moins de il m'a fait une faute, tu sais, c'est moins Pippo Inzaghi, quoi. Ils sont pas là en train d'essayer de vendre des contacts en permanence. Et d'ailleurs, tu le vois bien, les Américains, quand ils arrivent en compétition FIBA, c'est pas rare de voir des joueurs rentrer dans un défenseur, jeter les bras en l'air comme ils le feraient s'ils étaient en NBA et regarder l'arbitre en disant bah quoi, vous sifflez pas faute? Ouais. Bah non mec. Mais oui. Bah non mon con. Maintenant tu retournes en défense et tu réfléchiras 2 fois avant de faire ton geste qui n'est pas du tout qui n'a rien à voir avec le basket, quoi. Je suis tout à fait d'accord, mais par contre, il faut être clair, pour moi, c'est pas du tout parti pour changer en NBA. Et je pense que... Non, je pense pas, ouais. Et moi, personnellement, ça me contrarie énormément. Moi aussi, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi l'aspect star system, en fait, qui est absolument terrible. Les arbitres subissent une pression qui est absolument colossale, et on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal à siffler contre les stars de la ligue, et que très souvent, les Harden, Curry, LeBron, Embiid, etc., ils obtiennent les fautes qu'ils veulent, non seulement parce qu'ils sont doués pour les vendre, mais aussi parce que les arbitres subissent cette pression-là. Je vais te casser les oreilles avec ça, mais pour moi, le parcours de Denver l'an dernier en playoff et le fait qu'ils aient gagné le titre, alors que très franchement, c'est une des équipes qui est peut-être le moins bien arbitrée, qui bénéficie le moins des faveurs du corps arbitral de toute la ligue, ça a rendu ce parcours d'autant plus savoureux à mes yeux. Ouais, je le comprends. Je le comprends, et effectivement, ça va peut-être paraître scandaleux ce que je dis aux oreilles de certains. Et je peux le comprendre. Il y a pas de problème si vous trouvez que ce que je dis est exagéré ou injuste ou que je suis un fanboy des Nuggets, ce qui est pas complètement faux. je vous le dis tout de suite. Ok, pourquoi pas argumentons et
Non, mais moi, Je suis toujours ouvert à évoluer dans mon point de vue et dans ma façon de penser sur les choses. moi, je suis assez Mais, d'accord, et je vais même ajouter un truc. Je trouve que le fait que les Wolves défendent aussi bien et une défense aussi performante, alors que là encore, complètement. c'est une équipe à qui on ne siffle rien, mais rien, parce que en termes de star system, pour l'instant, ils sont très absents, même si Anthony Edwards est en train de monter. Mais c'est Ils ont pas encore les coups de sifflet. et ouais, Les coups ils de les auront sifflet. jamais. C'est un trop petit marché. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est que souvent l'argument est de dire ah ouais mais ils ont pas les coups de sifflet parce que d'abord il faut que tu fasses tes preuves tout ça. Les Nuggets ils ont gagné un titre l'an dernier, tu crois qu'ils ont des coups de sifflet aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Pas plus qu'avant et pas moins qu'hier. Et oui, non, bien sûr. Enfin bref, je trouve en tout cas que pour le coup l'NBA joue un jeu dangereux là-dessus et je conseille aux auditeurs d'aller voir une vidéo de Ben Taylor qu'il a fait il y a un an sur l'évolution des règles en NBA et comment la NBA sur ces dernières décennies. La vidéo s'appelle How the NBA continues to make scoring easier. C'est sur YouTube, vous allez voir Thinking Basketball, Ben Taylor. Le mec, c'est juste un homme que j'adore, enfin un analyste très pointu à mes Ouais, yeux. c'est un scientifique du basket. Voilà, il a toute une équipe qui analyse avec lui les données et ses arguments sont toujours pesés au milligramme près et c'est ce que j'aime. Il y a une vraie exigence dans son truc. C'est pas du tout des arguments comme ça pour faire tape à l'œil. Et voilà. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que dans son explication, il montre comment des fautes qui sont pas sifflées aujourd'hui étaient largement sifflées auparavant. Le porté de balle, qu'est-ce qu'était une faute offensive avant et qui n'est plus aujourd'hui, qu'est-ce qui est une faute offensive aujourd'hui et qui ne l'était pas avant. Enfin bref, toutes ces différences-là à travers les époques et ça explique aussi, ça met en exergue, pardon, le fait que comparer les époques est un exercice totalement vain et futile. Parce que le basket qui a été pratiqué par Will Chamberlain à l'époque n'a absolument rien à voir avec le basket qui est pratiqué aujourd'hui. Ouais, Rien, absolument. du tout. Donc voilà. Dernier truc sur ça, Charlie? Écoute, non, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, la NBA joue un jeu qui est assez dangereux là-dessus, et c'est vrai que j'adore la NBA. Je suis passionné par cette ligue, par le basket, etc. Donc je vais pas arrêter de regarder la saison régulière, mais c'est vrai que moi, quand mes potes m'expliquent que la saison régulière n'a pas le Je le moindre comprends. intérêt et que seuls les playoffs Mmh. sont vraiment du basket, bah j'ai de plus en plus tendance à les comprendre. Et c'est vrai que les espèces d'éruptions là, enfin en fait. Voir un joueur marquer 60 points, c'est exceptionnel parce que c'est absolument rare. Si tu vois 4 joueurs qui mettent 60 points en 4 jours, bah ça n'a plus la même saveur du tout, quoi. Oui, puis les performances individuelles, encore une fois, faut les prendre toujours avec des pincettes. Évidemment. Faut bien comprendre que le basket, c'est un sport collectif, quoi. Alors, le star system, l'individualisation des performances, tout ça, je le comprends, je le conçois. Encore une fois, c'est marketing, c'est spectaculaire et on met ça en avant. Ok, très bien, ça fait vendre. La NBA est là pour vendre. Donc, je comprends ça. Et c'est là où le basket est un sport absolument magnifique. C'est que rien, malgré tout, ne peut supplanter le collectif. Oui, Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que je suis toujours absolument accro à ce sport. Moi, je suis accro au sport plus d'un point de vue philosophique que d'un point de vue, qu'autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. oui, mais en fait, moi, en fait, le truc, c'est aussi, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que notamment le spacing aujourd'hui favorise une attaque qui est optimale et bien plus performante qu'il y a quelques saisons. C'est pas la peine d'en rajouter au niveau des règles, les gars. Je veux dire, le basket est Complètement. de toute façon devenu plus spectaculaire et plus porté sur l'attaque ces 15 dernières années. C'est pas la peine d'en rajouter via les règles. Et comme tout dans la vie, tout est une question de balance et d'équilibre. Si Voilà. tu n'as pas de balance et d'équilibre, ça devient too much, quoi. C'est trop, ça perd sa saveur, ça perd de son intérêt, ça perd de ce qui fait ce sport, le sport qu'on aime, quoi. Et c'est vrai pour tout dans la vie. Donc, Ouais, ouais, non, mais c'est bref. clair. On va parler des Knicks. C'est parti. Depuis le transfert de Giannunoby fin décembre, les Knicks affichent la 7e meilleure attaque de la ligue, la 2e meilleure défense derrière Cleveland. Cleveland qui est hallucinant. Et depuis qu'on a critiqué Donovan Mitchell, le mec roule en 4-4 sur le reste de la ligue. Tout à fait. Il enchaîne les perfs de fou. Cette équipe est complètement folle. Lui, Jarrett Allen, là, il est un peu mal avec un peu mal avec sa cheville. Il y a le retour de Mobley, de Garland, tout ça. Bref, on n'est pas là pour parler de Cleveland, mais ça m'a fait rire, Charlie. Ça m'a fait rire de voir que Donovan Mitchell, il nous fait passer pour des clowns.
Bah, il nous fera vraiment passer pour des clowns le jour où il fera gagner un titre à son équipe. Exactement. Bref, les Knicks, c'est également donc le deuxième meilleur night rating de la NBA sur cette période. Donc, depuis le transfert de Jaden Ginobili, hein, je reprécise pour après cet intermède. Mieux encore, malgré la blessure à l'épaule de Julius Randle fin janvier, qui sera réévaluée dans 2 ou 3 semaines, et celle au coude de Jaden Ginobili, qui l'a tenu écarté des terrains sur les 3 derniers matchs, New York a réussi à se maintenir sur sa lancée. Ils sont sur une série de 9 victoires consécutives. Ils pointent actuellement à la 3e place de la conférence Est. Ils n'ont perdu que 2 matchs au mois de janvier. Charlie, à quel point ces Knicks sont-ils devenus dangereux? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont, ils sont dingues. Tu l'as dit depuis le début 2024. Il y a eu 17 matchs. Ils ont que 2 défaites. Dans la période, il y a des victoires contre les Wolves, contre les Sixers, contre les Nuggets, contre Miami, donc des adversaires plutôt sérieux, même si Miami est dans une période qui est très compliquée. Mais écoute, cette équipe, moi, elle me plaît beaucoup. Hein. Franchement, j'aime énormément ce qui se dégage de ce groupe depuis quelques semaines. Je trouve que les choix qui ont été faits sont très très bons. J'ai toujours évidemment plein de questions sur les playoffs parce que j'ai toujours énormément de doutes sur Randle en playoffs, mais quelque part, du coup, la période sans Randle, elle prend d'autant plus d'importance parce que si New York veut être performant en playoff, ils vont avoir besoin que des entre guillemets role players émergent offensivement. La saison dernière, c'est RJ Barrett qui était le dernier scoreur des Knicks sur les playoffs, c'était pas Randle. Alors certes, Randle était pas loin derrière, mais c'est très important pour eux d'avoir des solutions alternatives pour pallier les éventuelles difficultés de Randle. Anunoby peut tout à fait être cet homme-là. Hein. En 2022, en playoff, il avait fait une très belle série face aux Sixers. D'autres peuvent prendre de l'épaisseur, dont Eddie Vincenzo. Depuis qu'il est installé dans le 5, il se régale. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qui se dégage de cette équipe. Je suis très très fan du trio d'anciens de Villanova, Brunson, Hart, Vincenzo. Je trouve que ces trois-là sont de superbes joueurs de basket qui comprennent les besoins de leur équipe, qui savent parfaitement y répondre. Ils sont fous de joie de jouer ensemble et ça se ressent. Donc ouais, je suis assez enthousiaste pour cette équipe et j'ai très très hâte de voir jusqu'où ils peuvent aller. Plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'esprit de groupe. Il y a un groupe qui se crée là sur le terrain. Il y a un groupe qui s'est créé dans le vestiaire. Tu sais c'est quoi le meilleur indice pour moi? C'est quand je vois Tom Thibodeau qui se pointe en conférence de presse avec un smile jusqu'aux oreilles et qui est en train de se taper des barres de rire. Quand tu vois Tim Thibodeau dans cet état d'esprit, tu te dis mais clairement il y a quelque chose qui est en train de se passer quoi. Tout à fait. Le 5 majeur, Randle, Anunoby, Hartenstein, Brunson, DiVincenzo a déjà joué pas mal de minutes ensemble et c'est déjà un des meilleurs 5 de la ligue. Alors je vais te retrouver le nombre de minutes qu'ils ont joué ensemble. Ils ont déjà joué, typique Thibodeau. Hein. Quand il y a un truc qui fonctionne, le mec il va limer le machin comme jusqu'au bout quoi. 180 minutes, ce 5 majeur. Alors que ça fait même pas un mois qu'ils cohabitent. Donc ça me fait rire. Oh, Anunoby, il a eu un sacré baptême aussi. Il a enchaîné quelques matchs. Ah mais Anunoby, enfin voilà. Déjà le vestiaire est ouf. Je trouve que Tom Thibodeau possède à sa portée un groupe qui correspond exactement à ce dont il a besoin, exactement ce qu'il recherche, exactement ce qu'il souhaite faire sur un terrain de basket. Et t'as l'impression que là maintenant il a l'embarras du choix, tu sais, il a oh là là je peux faire ça, oh là là je peux faire ça aussi, et là je peux bouger cette pièce là et la mettre là. C'est trop génial, je trouve ça trop drôle de voir ça. Lui qui est toujours un peu dépressif, tu sais, on a toujours la vision du mec qui râle, tu l'entends râler et tout. Hyper austère. Voilà, ouais. Ice, tu l'entends gueuler comme ça sur le terrain, c'est trop drôle. Ice qui est un système défensif. Bref, ça me fait rire. Julius Randle. Parlons un peu de Julius Randle. Je trouve que dans cette configuration, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Anunoby, voilà, comme Karl Anthony Towns, Julius Randle, c'est un joueur qui, pour moi, perf en termes de stats individuelles, mais n'est pas un joueur qui te permettra d'aller très loin. Ça peut pas être, en tout cas, difficile que ce soit même ta deuxième option, je pense. Je suis d'accord. La première option à New York, c'est clairement Jalen Brunson. On est tous d'accord là-dessus. Julius Randle en deuxième, c'est pas bon, c'est pas suffisant. En tout cas, pour moi, si tu joues le titre, hein, on parle d'aller gagner le titre. C'est très très peu d'équipes qui prétendent à cette histoire. C'est l'idée après des Knicks. L'ambition, c'est ça. Randle, je suis pas sûr. Mais dans cette configuration, avec OG Anunoby et les qualités de OG Anunoby, je pense que
ça peut être très intéressant pour les Knicks de voir ce que ça va donner. On me murmure à l'oreille que Mitchell Robinson pourrait éventuellement faire son retour d'ici les playoffs. Quand tu vois la combativité de ce groupe sur le terrain, comment ils se battent comme des chiens. Je regardais le match face aux Pacers, match de dingo. Ils se battent comme des fous. Le public est en transe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une connexion qui se passe entre cette équipe, ce groupe, le coaching staff, le public. Tous les feux sont au vert. Je pense pas qu'aujourd'hui, Leon Rose, d'ailleurs, bravo Leon Rose, hein, le mec est arrivé en mars 2020. Les Knicks, ça faisait 2 décennies qu'ils étaient en train de vivre une purge sans nom. Et ils sont en train de relever la tête de la plus belle façon qui soit. Ouais. Très franchement. Et Leon Rose, je pense qu'il aurait tout à fait raison de garder ce groupe tel quel, de laisser venir Julius Randle, de croiser les doigts pour que Mitchell Robinson revienne aussi, éventuellement avoir un groupe au complet pour à l'attaque de ces playoffs, même si potentiellement Robinson ne sera pas au sommet de sa forme, mais voir ce que ce groupe peut donner en playoffs. L'an dernier, ils ont quand même passé un tour, ils ont filé une grosse gifle en plein visage, en travers du visage de Cleveland. Ils se sont fait éliminer par Miami par manque d'expérience, par manque de cohésion, parce que Randle a encore fait des siennes, même si statistiquement, ses perfs étaient pas horribles. Mais voilà. Oh, t'es gentil. Hein. Oui, ouais, je suis gentil, oui. Bon après, j'essaie d'être gentil avec Randle parce que je suis très méchant avec Randle. Non mais Randle, il a eu une campagne très compliquée la saison dernière, mais il a du mal à être efficace en playoff. Il arrive pas. Premier tour, il s'est coltiné Mobley, second tour, il s'est coltiné Adebayo. C'est vrai. Il y a quand même plus facile, tu vois. Il y a quand même plus facile pour s'en sortir. Non mais par contre, je suis fais très bien de le souligner. Tout ça pour dire, pour terminer, excuse, et je te laisse tout de suite et je te laisse immédiatement la parole. Je trouve que cette équipe peut vraiment faire mal en playoff. Si t'arrives et que t'es pas préparé à te taper les Knicks, je pense que les Knicks peuvent vraiment faire suer beaucoup d'équipes. Potentiellement des contenders. Sur des match-ups, ça peut mal se passer pour certains contenders. Écoute, oui, je suis d'accord. Dans l'absolu, je suis d'accord. Je pense que cette équipe, elle peut poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Le cas Randle, en fait, on n'est pas là pour taper gratuitement sur le joueur, mais c'est factuel. Il a toujours eu du mal à briller en dehors de la saison régulière. Bon, je crois qu'il a fait que 2 campagnes de playoff, donc on va pas non plus dire qu'on a 40 milliards d'exemples. Mais c'est un très bon joueur, mais il faut pas le voir plus beau qu'il ne l'est, tout simplement. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'en playoff, il retombe trop dans ses travers. Voilà. Il fait trop de mauvais choix, il force les shoots, il perd trop de ballons. Et donc, en fait, moi, la question que je me pose sur Randle, c'est est-ce que Randle, il est capable d'accepter le fait de ne pas être au moins la deuxième option en playoff? Moi, c'est ça, en fait, le seul problème que j'ai. Je sais pas. C'est vrai que bah ouais. Non mais qu'aujourd'hui il soit ça sera pas le cas, mais ça sera plus diffus avec la présence de Giannunobi où tu vois et DiVincenzo et tout ce groupe-là. Oui, mais c'était déjà l'année dernière avec RJ Barrett. Ouais, mais t'avais un groupe moins étouffé, moins convaincant, je suis moins convaincant et surtout beaucoup moins fort défensivement, je trouve. Là, défensivement, c'est des monstres, les gars. Ouais, non mais bien sûr. Anunoby a complètement modifié la géométrie de la défense des Knicks sur le terrain, quoi. Je suis d'accord. Moi, j'avoue que toi, tu parlais du fait de voir ce groupe ne pas bouger et aller en playoff. Moi, je dois avouer que s'il continue à bouger sur le marché, ça me déplairait pas. Il y a de quoi faire. Mais là, avant la date des limites des transferts, tu veux dire? Bah ouais. Il y a notamment un package Fournier-Grimes qui est évoqué pour se renforcer sur les lignes arrière. Pour moi, c'est 2 joueurs qui, s'ils partaient, ça modifierait pas beaucoup l'équilibre de cette équipe. Et c'est vrai que Mark Stein parle beaucoup d'un intérêt d'Enix pour Brogdon et j'avoue qu'avec un Brogdon en plus, je serais encore plus intéressé à l'idée de voir ce que peut donner cette équipe en playoff s'il reste en bonne santé, évidemment. Donc ouais, j'attends de voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que si cette saison, il se retrouve à nouveau à ne pas réussir à passer le cap des demi de conférence avec un Randle qui se retrouve une fois de plus face à ses propres limites, il y aura forcément des choix à faire cet été, il y aura forcément des opportunités à étudier. Mais parlons-en de ça. La situation financière des Knicks est ultra saine, en plus. Et c'est bon de le souligner parce que Dieu sait que ça n'a pas été le cas pendant 20 ans auparavant. Oui, typiquement, le contrat de Randle est un bon contrat.
très bon contrat. Il a une player option en 2020 pour la saison 2025-2026, mais il est sur un montant qui est tout à fait raisonnable et qui est tout à fait, tout à fait capable de séduire d'autres équipes à l'intersaison si jamais il décidait de le transférer. Et il réalise une très bonne saison. La preuve, il est All-Star. Donc, il y a pas de problème, tu vois. Je pense que c'est un mec très bon, enfin qui peut attirer des équipes sur le marché des transferts. OG Anunoby, il est signé pour les 2 saisons, il a une player option en 2024-2025, donc il va falloir renégocier à un moment ou un autre. Jalen Brunson est aussi signé jusqu'en 2025-2026. Enfin, je pense que contractuellement parlant, aujourd'hui, ils sont hyper sains, ils Ouais. ont beaucoup d'opportunités, ils ont des pics de draft, en veux-tu, en voilà. Alors, c'est pas le Thunder ni les Pelicans, mais ils ont quand même un petit pécule de draft picks qui est pas mal, qui peut leur permettre de faire, de dealer sur le marché. Enfin, franchement, cette équipe, il faut le dire, les Knicks sont dans une situation saine. Et franchement, je pensais ne plus jamais pouvoir le dire, ce truc, quoi. Ouais, ils sont dans une situation qui est saine et même on peut dire même s'ils ne bougent plus sur le marché des trades là, s'il se passe plus rien d'ici à la deadline, eh ben ils feront malgré tout partie des grands gagnants Complètement. de ce qui s'est passé parce que cette équipe elle est vraiment très très intéressante, elle est vraiment Mm. métamorphosée et Anunoby comme tu l'as dit a absolument tout changé. J'ai trouvé un petit point noir concernant cette équipe. Les Knicks ne s'en sortent pas bien face aux adversaires avec un bilan positif. Alors, tu citais tout à l'heure, et je tiens à expliquer que là, je parle de la saison entière, Ouais. et que Anunoby est là que depuis un mois. Donc, il faut bien mettre ça dans la balance de ce que je vais dire. Cependant, les Knicks donc, ont un bilan négatif vis-à-vis des équipes qui ont plus de 50% de victoires de réussite, plus de 50% de victoires cette saison, pardon. Et ils sont très très forts face aux équipes faibles. Et en fait, cette tendance-là, il y a Zach Kram qui a fait un papier sur The Ringer et qui explique que quand une équipe qui vise les playoffs a cette tendance-là, à être fort avec les faibles et faible face aux forts, eh ben, elle a tendance à rarement dépasser le premier tour. Oui. Sauf que, comme je le redis encore une fois, Anunoby change la donne. Et oui. Et Anunoby, quand tu vois cette équipe avec lui sur le terrain, la façon dont il est déployé par Tom Thibodeau, et que Tom Thibodeau, je pense que c'est son joueur ultime en fait, c'est son arme ultime d'avoir un mec comme ça. Je pense qu'il il faut mettre un peu un bémol à cette stat là. Et très drôle, c'est que dans l'histoire, une des équipes à avoir eu un excellent parcours en playoff, malgré cette tendance à être très, très bon face aux équipes faibles et moins bonnes face aux bonnes équipes de la ligue, ce sont les Knicks de 1994. C'est Comment pas ça? mal, non? Ouais, c'est marrant. Ouais. Donc voilà. Et J'ai trouvé ça rigolo et c'était ma façon à moi de donner un peu d'espoir aux fans des Knicks. Tu vois? Je suis sympa quand même, non? ouais, t'es sympa, t'es sympa. Non mais bon, voilà, moi en fait pour moi Ouais, je te jure. déjà, il faut effectivement voir comment ils vont terminer la saison. Il faut voir comment Randle, comment ils vont gérer la période sans Randle, comment Randle va revenir, comment effectivement tout ça va être géré. Mais c'est vrai que moi je persiste. Pour moi, il faut que Julius Randle comprenne que en playoff, en tout cas, il doit se mettre un peu en retrait et Mm. qu'il doit accepter un rôle moindre que celui qui l'aurait pu espérer. Je vais le dire très clairement, sans aucune, je vais pas tergiverser 15 ans, je vais pas faire mon hypocrite. Je pense très sincèrement que les Knicks devraient vendre Julius Randle pendant qu'il est All-Star, pendant il fait des stats et pendant qu'il est bien vu. Ah, je suis Et Dieu totalement sait d'accord. qu'après les playoffs de l'an dernier, encore une fois, son problème d'attitude, son problème de sélection de tir, de comment il est sur le terrain, enfin, en playoff, hein, je parle. Euh, Ça avait fait baisser sa cote, à mon sens. Là, il est reparti sur une saison exemplaire. Et je pense très sincèrement que il faut absolument que les Knicks le vendent maintenant, qu'ils récupèrent maintenant des pièces ou un joueur qu'ils estiment être comment dire, le mieux taillé pour évoluer aux côtés de Jalen Brunson, quoi. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Alors, à moins qu'il soit persuadé que Randle peut passer un cap, mais enfin, il a pas encore tout à fait 30 ans, Randle, mais
Mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à imaginer ce joueur-là passer à nouveau un cap, évoluer de ce point de vue-là. J'y crois pas. Donc oui, moi, je Je suis suis tout tout à à fait fait d'accord. d'accord avec ça. On verra ça. Euh, on va parler de Joel Embiid. Genre, je vous préviens tout de suite, hein, on vient de passer on vient de franchir la barre des 50 minutes là d'enregistrement. Ça va être un podcast long, mais Charlie et moi, on n'en a rien à péter. Voilà. Laissez-moi vous le dire. Joel Embiid, il y a quelques jours à peine, nous étions là à parler de sa saison historique à Joel Embiid, de son incroyable ratio de points par minute qu'on n'avait plus vu depuis la saison monstrueuse de Will Chamberlain en 1962. Le pivot des Sixers était alors sur une autoroute pour remporter son premier titre de MVP. Incroyable. Ah non, pardon. Son deuxième titre de MVP. Ah oui, c'est vrai. J'étais vraiment, Ah mais oui, c'est vrai. Non, mais attends. Non, mais j'avais oublié. L'an dernier, il a été MVP. Putain, dingue. Mais comme trop souvent avec Joel Embiid, qui, je le rappelle, a commencé sa carrière par 2 saisons blanches en raison de son état de santé, son corps est une nouvelle fois venu le trahir au pire moment de la saison. Déjà fragilisé depuis plusieurs jours au genou, les Sixers viennent de confirmer une rupture partielle du ménisque de son genou gauche après la chute de Jonathan Kuminga sur son genou dans la rencontre opposant les Sixers aux Warriors cette semaine. Une blessure similaire à celle qu'il a eue déjà en 2017, même blessure au genou gauche, ménisque, et il lui avait déjà enlevé une partie du ménisque à ce moment-là. Donc le mec, il est déjà sur un demi-ménisque. Donc ça va pas être simple. non. Les conséquences sont lourdes pour Embiid et pour Philadelphie, parce que désormais, il y a une forte probabilité pour lui de ne pas dépasser la limite des 65 matchs en saison régulière pour être éligible au trophée, condition imposée par la nouvelle convention collective signée entre le syndicat des joueurs et la NBA. Pire encore, le pire de tout en fait, c'est ça, c'est qu'il risque de ne pas être dans un état de forme optimal à l'aube des playoffs et en playoffs, si tant est qu'il y participe, parce qu'on n'est pas à l'abri que dans la semaine prochaine on nous dise fin de saison pour Joel Embiid, hein. Tout à fait. Clairement. Ce serait horrible. Son équipe était actuellement, enfin, sur une série de 4 défaites consécutives et ils se sont imposés la nuit dernière là face à Utah avec 51 points de Tyrese Maxey. Ils sont 5e à l'Est, ils sont en train de chuter. Clairement, ils ont une marge d'un peu de moins de 6 matchs, 5,5 matchs devant le Heat pour éviter le play-in. Charlie, ta réaction pour commencer sur la blessure de Joel, s'il te plaît. Bah, c'est triste. On va commencer par l'aspect trophée, évidemment. C'est potentiellement une saison historique pour entre guillemets rien. Mais ça, en réalité, c'est accessoire. Évidemment, c'est le truc qui va faire polémique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de cette nouvelle règle et qui donc vont découvrir ça au moment des nominations pour les MVP. À mon avis, certaines personnes, en découvrant qu'Embiid ne sera pas dans cette sélection, vont un peu péter les plombs. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est les playoffs. Il faut absolument que la franchise fasse en sorte, si c'est possible, qu'Embiid arrive en forme pour les playoffs. C'est capital. C'est le truc le plus important. Sur tous les matchs qu'il a loupés depuis le début de la saison, Embiid, son équipe n'en a remporté que 2, ou 3 avec celui de cette nuit, effectivement. Mais enfin, en fait, c'est terrible parce que on a l'impression de se répéter un peu sur Embiid. C'est terrible de voir ces joueurs-là. Il est tellement fort, Embiid. Il fait une saison qui est tellement incroyable. Si seulement il avait pu être un peu préservé physiquement. Mais en fait, on sait que c'est impossible. On sait que Embiid ne sera jamais un joueur entre guillemets sûr sur le plan physique. Ça va devenir un des plus gros what if de la ligue bientôt, quoi. Tout à fait. On est en train d'être témoin de la concrétisation de ce truc-là, quoi. Ouais. Joel Embiid est en train de devenir concrètement devant nos yeux un des plus gros what if de la NBA. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est triste en fait. Ah, c'est hyper triste parce que faut dire qu'on soit fan du joueur ou pas, on s'en fout, c'est pas la question. Ce mec-là est beaucoup trop fort. La saison qu'il fait, vraiment, j'insiste, elle est historique. Son efficacité est monstrueuse. Il marchait sur le monde entier. Alors moi j'ai lu des trucs quand il a loupé le match face à Denver, là j'ai lu des mecs dire ah ouais il fait ça parce que il veut pas prendre le risque d'affronter Jokic, il veut préserver sa ligne statistique. On parle d'un mec qui a foutu 51 points sur la défense des Wolves. Alors déjà il aurait pas dû jouer le match avant à Indiana, oui. là. Non mais c'est ça.
C'est qu'en fait, la question, c'est pas il aurait dû jouer contre Denver, c'est non, il aurait dû ne pas jouer le match Déjà d'avant. depuis un moment, quoi. Ouais, mais bien sûr, Complètement. Ouais. bien sûr. Mais t'as raison de parler de ça, tiens. Cet argument-là, de dire ah bah dis donc, il a pas joué le match face à Jokic, donc est-ce qu'on lui donne le MVP finalement ou pas? Comment un match, et c'était pareil l'an dernier avec Jokic sur son match perdu face à Embiid, comment on peut déterminer qu'un joueur n'aura pas le MVP sur la base d'un match? Mais surtout d'une quand... décision surtout... là qui est en plus fondée. C'est juste les Sixers qui ont merdé à le mettre sur la feuille de match alors qu'il aurait jamais dû y être. Et d'ailleurs, ils viennent de se manger une pénalité pour ça. Parce que t'as pas le droit de changer la feuille de match avec un si peu de temps d'écart entre le début de la rencontre et ta modification. Bref, je veux dire, là, c'est un joueur qui il a quel âge, Joel Embiid? Il a la trentaine déjà? Ouais. Enfin, non, il va avoir 30 ans dans un mois et demi là. T'imagines, il est en train de perdre potentiellement sa saison pour son deuxième titre de MVP, potentiellement les playoffs qui vont passer à la saucie, et très certainement cet été, il fera pas les JO. Hein. Faut pas. Tu crois qu'il va faire les JO, ce gars-là, alors qu'il est en train de jamais alors qu'il a un genou en papier crépon, bien sûr. Non, jamais les Sixers ne vont l'autoriser à jouer les JO, c'est impossible, c'est improbable. Même lui n'a aucun intérêt à le faire. Ouais, non, bien sûr. Il serait complètement fou de le faire, personnellement. Non, et puis en plus, non, mais cette polémique, en fait, ce que je trouve dingue avec cette polémique, c'est que on parle pas, la lutte pour le MVP, si on enlève la limite des matchs, elle est pas serrée cette année. Enfin, alors, je suis désolé, mais Embiid est en train de faire une saison. Ah, mais là, il aura jamais les 65 matchs, hein. Déjà, non, il les aura pas. Le match avant Utah, là, il ne pouvait manquer que... il leur restait 36 matchs à jouer, il pouvait en manquer que 5. Ouais. C'est mort. C'est archi mort. À moins qu'il soit suicidaire, c'est mort. Mais je pense qu'il le sait, de toute façon. Ça fait et on va en parler après de cette nouvelle convention collective et de Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, par exemple, hier, face aux Knicks, il joue 22 minutes. On va en parler de pourquoi il joue 22 minutes et pas plus. C'est pas parce qu'il est nul, hein. C'est pas parce qu'il est... C'est parce que c'est la limite de minutes pour lui, pour valider son match. Ouais. Oui, mais pour Haliburton, c'est encore plus problématique que pour Embiid. Ouais, alors on va pas parler. Excuse-moi, je suis désolé, c'est de ma faute. Je voulais pas parler d'Haliburton et des contrats. On va parler de l'impact des conventions, de la convention collective là sur les contrats des joueurs. Mais pour en terminer sur les Sixers et Embiid, est-ce que tu as bon espoir que Embiid revienne? Enfin, on va le savoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, toi et moi, on refait un podcast et on sera à peu près fixé, puisque manifestement, c'est ce qu'ils ont dit. La décision médicale va être discutée ce week-end et dans les jours qui viennent, et potentiellement vendredi prochain, on aura une idée de ce que ça va donner, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est difficile de se projeter tant qu'on n'a pas plus d'informations. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si c'est terminé, enfin, si Embiid ne revient pas en pleine forme, c'en est cuit de tous les espoirs des Sixers. Ça paraît un peu dur de dire ça, mais il faut se rendre compte d'à quel point il est important. Et puis, il est tellement central dans l'attaque et dans cette équipe. Alors, il faut comprendre que cette saison, Embiid, il a un taux d'usage qui est plus important que Doncic, par exemple. Tu vois. C'est complètement fou. Ouais. C'est dire à quel point ce mec-là est absolument incontournable dans le jeu de son équipe. Et c'est vrai que quand tu vois les résultats en son absence, bon, bah, c'est compliqué. Dans le lot, il y a une défaite contre Houston, il y a une défaite contre... Non, ils ont gagné contre Houston. C'est contre Chicago qu'ils avaient perdu. Ils ont perdu contre Utah, contre Atlanta. Enfin, c'est vraiment compliqué. Ils ont perdu contre Portland aussi. Bref, sans lui, c'est mort. Et c'est vrai que la grande question, c'est est-ce qu'il va revenir? Dans quel état il va revenir? Est-ce que c'est une blessure qui va le suivre sur toute la campagne de playoff ou pas? Je sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on l'a dit, il va avoir 30 ans. Là, Embiid, c'est un joueur qui a des gros soucis physiques depuis le début de sa carrière. Le temps commence à compter pour lui. Donc, il faut absolument que la seule chose qui compte à ses yeux, c'est sûr même, je sais même pas pourquoi je dis il faut, c'est une évidence que la seule chose qui doit compter à ses yeux, c'est le titre, et je suis persuadé qu'il a les yeux rivés sur cet objectif-là. D'ailleurs, il a dit que il faisait absolument pas une fixette sur le fait de conserver son titre de MVP, donc j'ose espérer que c'est pas une posture, que c'est du concret, et qu'il va prendre le temps qu'il faudra pour revenir, parce que son équipe a trop besoin de lui. Là, c'est la longévité de sa carrière qui est dans la balance, hein, mais bien clairement. Sûr. Mais bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une blessure qui vient d'apparaître.
C'est que ça, Embiid, de toute façon. C'est des blessures qui n'arrêtent pas de ressurgir à chaque fois. Il a clairement des fragilités au niveau des jambes. Mais oui. Et ça n'arrête jamais, quoi. Et honnêtement, s'il est pas MVP, mais on s'en fout. Enfin, c'est bien. Ah, mais non, mais pour les Sixers, on s'en fout. Shai Alors, Gilgeous sera MVP, n'importe qui d'autre sera MVP. C'est pas ça qui est important. est-ce que, Charlie, les Sixers doivent continuer malgré tout, parce que le timing, tu me diras, pour Daryl Morey, il est absolument, tu peux difficilement faire plus chiant, quoi. C'est difficile de faire moins bien que ça, quoi. Est-ce que les Sixers font un transfert ou pas? Continue, parce que est-ce que les Sixers avaient de base besoin de transférer quelqu'un? Moi, je pense que oui. Je pense s'il y avait quelque chose à récupérer sur le marché des transferts, pour les Sixers, fallait le faire. Mais avec cette question d'Embiid, aujourd'hui, oui, mais c'est compliqué, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que cette question d'Embiid, dans l'absolu, elle est... Enfin, en fait, c'est une question qui existe de base à chaque saison pour les Sixers, tu vois. Oui, mais c'est différent si demain on apprend qu'il est mort et qu'il est mort. Pardon. Qu'il est out pour la saison, excusez-moi. C'est ce que je veux dire. Ça dépend des opportunités. C'était mort pour le reste de la saison. En fait, ça dépend des opportunités de marché. Si t'estimes que t'as la possibilité de récupérer une pièce qui va être importante pour les 2-3 prochaines saisons, oui, tu dois le faire. Même si Embiid est out pour la saison. Pour moi, effectivement, il faut bouger. Il faut pas s'arrêter à ça. En fait, il faut pas non plus que les Sixers se disent bon bah Embiid n'est pas là, on arrête tout, tu vois. On oublie toute ambition, on arrête tout. Non, c'est pas vrai. Il faut continuer à développer Tyrese Maxey. Il faut continuer à créer des automatismes. Cette équipe, elle est intéressante. Et même si Embiid est out, si tu as la possibilité de faire venir un arrière qui peut t'apporter, par exemple, bah tu dois le faire. Tu dois le faire en prévision des prochaines saisons. Ouais. Tout à fait. Écoute, je croise les doigts pour Joel Embiid en tout cas, pour qu'il s'en remette et qu'il participe au playoff, parce que s'il y a un truc qui me contrarie et qui m'énerve au plus haut point, c'est les superstars qui manquent les playoffs. Je trouve ça tellement dommage pour eux et j'espère vraiment pour lui qu'il aura la chance de disputer ces playoffs dans le meilleur état de forme possible, quoi. Vraiment. Ouais, pareil. Je croise vraiment les doigts parce que mais même tu vois même nous en tant que parce que c'est grave. On veut voir ces mecs-là en play-off, surtout sur une. Puis c'était une des histoires les plus intéressantes de la saison. Excuse-moi, mais de le voir faire cette saison absolument terrifiante sur les parquets, à filer des baffes à tout le monde, match après match, j'avais envie de voir si enfin il pouvait vaincre ces vieux démons et enfin passer le cap en play-off. C'était pour moi une des plus belles histoires de la saison à suivre. Ouais, pareil, c'était. Non, mais c'est pour ça, il faut croiser les doigts, il faut absolument qu'ils reviennent en forme pour les playoffs. C'est trop important, vraiment, c'est trop important pour les Sixers, pour la conférence Est, pour l'intérêt de la NBA. Et moi, je croise vraiment les doigts. Alors, cette barrière des 65 matchs, cette barrière des 65 matchs va influencer clairement énormément de choses dans cette ligue, notamment le jour des récompenses. On a parlé de Joel Embiid, donc qui va très probablement avoir le titre de MVP lui passer sous le nez, parce qu'il n'aura pas franchi cette barre. Tyrese Haliburton, par exemple, est un autre joueur qui est concerné par ça. Pour être éligible au trophée de MVP, meilleur défenseur de l'année, meilleure progression de l'année, ainsi que dans les sélections des All-NBA Teams, donc tu as 15 joueurs, les 15 meilleurs joueurs de la ligue chaque année qui sont nommés dans les All-NBA Teams, et les All-Defensive Teams, il faut que tu passes 65 matchs, que tu fasses 65 matchs dans ta saison et que tu passes au minimum 20 minutes sur le terrain. Tu as une exception pour 2 matchs seulement, pour cette allocation de minutes, où tu peux faire 2 matchs entre 15 et 20 minutes, éventuellement. Mais ce sera les 2 exceptions, les 2 exceptions seules à accepter. Ouais. Concernant un mec comme Tyrese Haliburton, qui clairement était parti pour être All-NBA Team. Je vois même pas dans quelle dimension, dans quelle réalité ça n'existe pas, ça. Il a déjà manqué plusieurs matchs sur blessure. Et si vous vous souvenez de sa blessure c'était face aux Celtics, hein, c'est ça il n'avait joué que 13 minutes. C'était le 8 janvier, je crois. C'était quand même une blessure qui avait l'air assez sérieuse. Oui. Pour lui, contractuellement parlant, parce qu'il va terminer son contrat rookie et qu'il a déjà signé son contrat avec les Pacers en juillet dernier, mais qui va rentrer en ligne de compte à la fin de la saison, là, le fait d'obtenir une place dans la All-NBA Team,
lui octroyer un bonus de 40 millions de dollars. Le fait qu'il n'y soit pas, potentiellement, il perdra ces 40 millions de dollars. C'est ouais. Et c'est pas rien, en fait. Oh non. Il y a plein de joueurs comme ça qui se retrouvent dans le même cas. Alors, tu as aussi les cas inverses, comme Tyrese Maxey, par exemple, qui aura potentiellement 40 millions à se faire en supplément si il obtient un trophée au moment de renégocier son contrat. Et s'il obtient un trophée à la fin de la saison, il pourra estimer récupérer 40 millions de dollars supplémentaires sur son contrat. Alors, j'ai regardé un petit peu, c'est un peu compliqué, mais un joueur qui termine son premier contrat NBA, donc son contrat rookie, peut prétendre à récupérer pour la signature de son prochain contrat jusqu'à 30% de la masse salariale de l'équipe. Sinon, s'il n'a pas de trophée ou pas de sélection dans les All-NBA Team ou All Defensive Team, c'est 25%. Pour un vétéran entre 8 et 9 ans de saison, enfin 8 ou 9 saisons dans la ligue, tu peux passer de 35% à 30% de la masse salariale pour ton contrat. Donc c'est plus ton contrat max et un bonus quoi. Voilà, en fait c'est un bonus, mais qui se compte en plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc je trouve ça assez dingue en fait cette règle et j'ai l'impression que ça va être clairement discuté à la fin de la saison. Ouais, je pense que il va y avoir de très grosses polémiques à ce sujet dans les prochaines semaines, dans les Ils prochains peuvent pas mois. revenir là-dessus. Hein. Ils peuvent pas revenir bien là-dessus. clair. Hein. Le truc a été signé. Ouais, bien sûr. Alors, ce qui est drôle, d'ailleurs, Paul Reed des Sixers, le pivot remplaçant des Sixers, a dit que lui, on lui avait jamais soumis ce plan de la limite des limites de 65 matchs, et qu'il savait pas que c'était à ce point. Donc je sais pas si ça concerne énormément de joueurs de la ligue ou pas, ou si c'est lui qui était mal informé, mais il faut savoir que ce truc, cette nouvelle convention collective prendra fin à la saison 2029-2030 et tu as une option de sortie pour les deux parties signataires en 2028-2029. Donc t'en as encore pour un bout de temps. Ouais, il y en a encore pour un bout de temps et effectivement ce qu'a dit Paul Reed, c'est un peu étonnant. En fait, moi, même dans la déclaration d'Haliburton, parce que donc évidemment Haliburton qui est le gros point focal sur cette histoire, parce que il y a 40 millions en jeu et qu'évidemment il est indiscutable dans une All NBA team s'il y a pas cette histoire, enfin s'il enchaîne tous les matchs d'ici la fin de saison. Et c'est vrai que dans sa déclaration, d'abord, il a des mots qui sont très très cash, puisqu'il dit que c'est stupide, c'est quand même assez tranché, mais surtout en fait, il y a cette petite phrase à la fin, tant que les propriétaires sont contents, tu vois, sous-entendu. De toute façon, en fait, sans vouloir aller dans la théorie du complot, mais presque comme s'ils sous-entendaient que les propriétaires avaient magouillé dans leur coin pour trouver un échappatoire pour payer moins d'argent, tu vois. Donc ouais, je pense effectivement que ça va faire beaucoup polémique dans les prochaines semaines. On sent qu'il y a un peu d'aigreur dans ses propos. Et on le comprend, hein, c'est encore une fois, c'est des montants qui sont absolument pas négligeables. Alors on pourrait me répondre, quand tu gagnes déjà 200 millions, t'es pas à 40 près. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Bon, je peux pas me projeter, je suis pas dans ce cas-là, je vous l'avoue. Mais ouais, je sais pas très bien quoi penser. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au moment où cette règle a été votée, personne n'imaginait les conséquences et à quel point ça pourrait être important. Enfin, en tout cas, personne n'en a. On n'a pas eu ces discussions-là à ce moment-là, tu vois, on a mentionné le fait que ça existait, etc., etc. Mais ouais, c'est un changement qui peut avoir un énorme impact, non seulement sur les contrats des joueurs, mais aussi sur les finances des équipes. Tu vois, une équipe comme Indiana, les Pacers, je suis pas sûr qu'ils soient mécontents tu vois, s'ils peuvent économiser 40 millions sur le contrat d'Haliburton, quoi. En fait, ça va être drôle de voir les conséquences de cette histoire, en fait. Est-ce que on va se retrouver potentiellement avec une équipe comme les Pacers qui va être capable de signer un joueur qu'elle n'aurait pas été en mesure de signer auparavant Ah oui, c'est ça. parce que il y a eu cette règle qui est venue les alléger de 40 millions de dollars dans leur masse salariale, quoi. Est-ce que les joueurs vont se rebeller et décider de faire grève aussi? Ça, ce serait... Ils peuvent pas, ils ont signé. Je sais, ouais. Un contrat est un contrat. Mais bon, écoute, en tout cas, c'est clair que ça peut changer beaucoup de choses et en fait c'est marrant parce que même pour nous, tu vois, en tant que commentateur quelque part, enfin que commentateur qu'observateur de la ligue et quelque part ça va nourrir vachement les discussions, tu vois, c'est tout bête, mais même si c'est pas un de nos sujets les plus préférés, le titre de MVP par exemple, si t'exclus Embiid de la conversation, bah forcément ça relance les débats, ça crée plus de polémiques, plus de discussions, qui va être MVP, machin. Quelque part pour la ligue c'est hyper positif aussi, tu vois. Oui,
Après, on va aussi voir, au-delà de l'aspect contractuel qui est beaucoup plus compliqué, enfin qui est assez compliqué quand même à comprendre, entre les pourcentages et toutes les exceptions que ça implique, quand je regardais un peu les implications, ça peut être compliqué, surtout avec les nouvelles règles. C'est donc enfin, les nouvelles règles salariales imposées au club dans la façon de gérer leurs effectifs et les différents paliers qui, plus tu dépasses un certain le salary cap, plus t'as des difficultés à signer des joueurs et à construire ton effectif. Euh, Au-delà de ça, j'ai envie de te dire que la question que je me pose aujourd'hui quand je vois ça, c'est combien de joueurs de premier plan vont se retrouver potentiellement de facto éliminés de la course au trophée, Mais tout à fait. éliminés de la All-NBA Team. Et ça va nous donner finalement des All-NBA Team bizarres, en fait, potentiellement. Ah, Parce que très bizarre, ouais. tu vas te retrouver avec ah bah tiens, Embiid peut pas y être, ah Doncic peut pas y être, ah tiens Kawhi Leonard, force à lui, il a joué quasiment un nombre incalculable de matchs cette saison, il a quasiment jamais été absent, bravo. Mais t'as plein de joueurs comme ça qui potentiellement peuvent passer totalement au travers de la sélection, rien que parce qu'ils n'auront pas atteint cette barre des 65 matchs. Ah ben tout à fait, tout à fait. Et effectivement, c'est aussi pour ça que je dis qu'il va y avoir beaucoup de polémiques à ce sujet et que ça va être assez intéressant de voir, assez intéressant de voir comment ça va se passer, parce qu'en réalité, tu l'as dit, quelles que soient les polémiques, les joueurs ils sont dans une impasse. Ça a été signé, ça a été signé. Alors oui, il y a une échappatoire en 2028, mais Je suis très curieux de savoir à quel point ce que dit Paul Reed est un fait ou pas. À quel point c'est véridique. Est-ce que vraiment les joueurs ignoraient que cette clause existait dans le ou n'ont pas du tout été mis au courant et enfin bah, c'est une bonne question. ont Mais dans ce signé cas-là, entre guillemets contre leur gré? bah, dans ce cas-là, ceux qui seront sur le banc des accusés, ça sera pas les propriétaires, ça sera le syndicat des joueurs. C'est le syndicat des joueurs normalement C'est fou qui devrait. quand ils pensent. Bah ouais, bien sûr que c'est fou, bien sûr. Après, voilà, aujourd'hui, comment dire, l'augmentation de de la masse financière engrangée par la NBA est absolument hallucinante. Et la négociation qui est en train de se profiler là très bientôt, avec donc les nouveaux contrats médiatiques et l'arrivée en force annoncée des plateformes de streaming, je te raconte pas le bordel que ça va être. Et je pense qu'aujourd'hui, les syndicats des joueurs ne disent trop rien parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, l'argent coule à flot, quoi. Oui, mais n'empêche que moi, tu vois, sur cette question-là et sur le fait que cette polémique, elle soit un peu en train de monter avec le fait qu'Embiid ne sera Mhm, probablement pas MVP, que Haliburton, tout à fait. j'aimerais bien qu'on entende McCollum sur le sujet, parce que McCollum, c'est le président du syndicat des joueurs. Sur ce qu'a vient de dire Paul Reed, il faut absolument que McCollum s'exprime, C'est quoi. grave, mais grave. En fait, c'est pas anodin ce truc-là, quoi. Je veux dire, Ah non, pas du tout. il y a une vraie problématique à soulever dans cette C'est histoire. pareil, Iguodala, on sait qu'il a pris un rôle important dans le syndicat des joueurs, je crois qu'il est directeur exécutif. Et il faut qu'on entende ces mecs-là, en fait. C'est hyper important parce que ce sujet, ça peut vraiment, c'est une polémique qui peut vraiment, vraiment prendre de l'ampleur. Surtout quand les gens vont commencer à perdre de l'argent. Bah oui. Une fois que tu te commences à attaquer le porte-monnaie, c'est comme tout, comme pour tout le monde. Quand ça commence à, comme tu l'as très bien dit, hein, on parle de millions de dollars et tout ça, et on peut te dire, ouais, quel manque pour eux, comme tu l'as dit tout à l'heure. Bon, soit, En fait, on n'est pas là pour juger l'aspect moral ou quoi que ce soit. C'est juste non, factuellement, c'est une industrie comme une autre, voilà. c'est un spectacle comme un autre, Si tu te dégages de et les salaires sont proportionnels à l'argent rapporté, point barre. Enfin, je veux oui, non, dire, mais c'est surtout en fait si tu te dégages de toute c'est préoccupation morale et que juste, c'est ça, ouais. tu vois, on parle Les, d'un pourcentage de c'est ça. salaire qui ne sera pas touché pour, pour rien. Enfin, tu te rends compte, imagine, Haliburton, il loupe son Ah, je comprends bonus qu'il à soit un totalement match. vénère. Ah À un ouais. match. Et même pas à un match, en fait, à 7 minutes de jeu. Parce que, effectivement, parmi son décompte de matchs loupés, il y a le match où il se Il y a blesse. le match à Il se Boston blesse où il se blesse, ouais. à la 13e minute, alors qu'il lui manquait 7 minutes pour que le match soit comptabilisé. Enfin, est-ce que tu te rends compte qu'on peut parler de 40 millions de dollars perdus pour 7 minutes ratées sur un parquet? C'est un côté un peu dingue, quoi. Ah, mais complètement. Ah, mais complètement. Et je te dis, je pense que là, Tyrese Haliburton joue. Il a fait un match, je crois, à plus de 30 minutes, et après, là, il a fait 22 minutes sur les deux derniers matchs, je crois. Et clairement,
ils sont dans une optique ils sont en train de le gérer, quoi, de gérer Ouais, ses minutes, bien sûr. de façon à ce qu'il soit pas, qu'il remplisse les exigences en termes de présence. Enfin, il est en train de faire du présentiel, quoi. Je trouve ça absurde quelque part, en fait. Bah Tu oui, c'est vois, parce terrible. que sa santé, quelque part, il met quelque part sa santé en jeu. Et on peut dire, il a 23 ans, tant mieux pour lui. Mais tout à l'heure, je parlais de l'exemple des vétérans. Ben, c'est plus problématique, quoi. Non mais au-delà de l'aspect santé en jeu, enfin, on parle des Pacers. Les Pacers aujourd'hui, ils sont 6e à l'Est. Tout Ils à sont, fait, tu ouais. vois, il y a quand même des Qu'est-ce enjeux. que tu vas prendre le risque de sortir Haliburton de la Exactement. saison? Oui, et même, qu'est-ce que tu vas prendre le risque de le faire jouer sur un match où il ne devrait pas jouer parce que physiquement il n'est pas Grave. prêt, etc., que il va être mal assuré dans ses appuis, qu'il va pas, tu vois. Bah non, en fait, tu prends des risques de. Enfin, tu te rends compte qu'ils sont à 2 matchs du play-in, les Pacers, en fait. Et je sais bien. Actuellement, ils sont directement qualifiés, mais ça se joue pas à beaucoup. Le Heat est juste derrière, le Magic est juste derrière. Enfin, c'est quand même dingue, c'est dingue. C'est dingue. Moi, C'est dingue, ouais. je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais pour moi, toutes ces décisions-là, les Ah non, décisions, mais je suis complètement d'accord avec toi. tu Alors vois, là, non. ça devrait être le sportif et uniquement le sportif. Et aujourd'hui, ça n'est pas le sportif et uniquement le sportif parce qu'il y a cette histoire financière qui entre en jeu. Remettez-vous la blessure d'Haliburton et dites-moi si vous trouvez ça normal que le gars soit là en train de lutter pour avoir quelque chose qu'il mérite totalement. Enfin bref. Enfin, à savoir une sélection All-NBA Team sans discussion aucune. C'est la moindre discussion, c'est Voilà. impossible. Bref. On verra ça. On va terminer ce podcast sur Victor Wembanyama qui vient d'être élu rookie du mois de janvier. C'est la première fois de la saison qu'il obtient cette distinction. Jusqu'alors, c'était Chet Holmgren qui avait remporté celui de octobre-novembre et du mois de décembre. Tout ça, Victor le fait en dessous de 27 minutes jouées par match. Il a clairement haussé son niveau de jeu ce mois-ci. Je ne vais pas vous faire l'étalage de ses stats bruts, parce que les stats bruts, c'est quand même très limité l'interprétation qu'on peut en faire. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette histoire de Victor Wembanyama, c'est l'évolution de son jeu depuis son entrée dans la ligue. Il est arrivé avec des attentes irréelles sur les épaules. On avait parlé, toi et moi, en off ou dans le podcast, je sais plus trop. Les deux. Beaucoup ont critiqué le joueur, lui-même. On critiqué les Spurs en tant qu'organisation. On critiqué le coach, Greg Popovich, pour des décisions d'effectifs et tout ça. L'enchaînement des défaites en début de saison a fait que beaucoup de gens ont décrété quelque part, Victor, finalement c'est du flan, quoi. On nous a vendu du rêve, on nous a dit que il était magnifique, il était incroyable, et puis finalement regardez, son équipe elle a 5 victoires et 32 défaites, c'est nul, c'est de la merde, remboursez-moi, quoi. Et j'ai envie de dire que d'une part, c'est extrêmement dommage pour les gens qui voient les choses pareilles. Et ce que nous démontre Victor Wembanyama depuis un mois et un peu plus même, c'est juste un truc de fou. Et je voulais juste pointer ça du doigt parce qu'il est en train de répondre présent face aux espoirs démesurés qui étaient placés en lui. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'il est en train de faire actuellement en termes de jeu, d'impact sur le terrain. Il est dominant défensivement. Sa vision du jeu ne cesse de s'améliorer. Et je te parle pas de mois en mois, c'est de jour en jour, Oui. bientôt. C'est d'un match à l'autre, il comprend des trucs. Et tu le vois sur le terrain, il pointe du doigt les joueurs, il leur dit, tiens, mets-toi là, tiens, voilà, fais la passe là. Tu vois qu'il comprend exactement ce qui se passe sur un terrain. Et ça, pour un mec de son âge, c'est complètement fou. C'est hallucinant. C'est complètement fou. Son jeu d'attaque ne cesse de se développer, d'autant plus depuis que Greg Popovich a décidé de mettre Trey Jones dans le 5 majeur, qu'il a décidé de l'installer durablement dans le poste de pivot, parce Merci. qu'avant il était poste 4, c'était Zach Collins qui était poste 5, et voilà, ça marchait pas. Non, Comme Jérémy Sohan au poste de meneur, ça ne marche pas non plus. On s'en est bien rendu compte. Moi, je sais pourquoi il a fait ça, mais tu vas pouvoir me râler dessus que j'ai tort. Et je pense qu'aujourd'hui, Victor, alors, il y a aussi une petite baisse de régime de Chet Holmgren, et Chet Holmgren est un très bon joueur, mais je pense que Victor a repris la main sur ce titre de rookie de l'année. Alors peut-être que je suis peut-être trop à fond sur Victor, mais Ah non, non, mais sur le rookie ladder de NBA.com, Wembanyama est tout à fait repassé en tête pour la course du rookie. Mais pour moi, le défi de Victor Wembanyama au début de la saison est autrement plus difficile que celui de Chet Holmgren. Et Chet Holmgren, qu'on ne s'y trompe pas, est un joueur absolument magnifique, qui a un rôle clé dans les résultats excellentissimes du Thunder actuellement.
Il a transformé cette équipe pour en faire une des plus grosses écuries de la conférence Ouest. Il est un peu il est un peu en train de frapper le rookie wall, là, le mur des rookies, où tu vois qu'il est un peu, il est un peu en mal parce que il y a une condition physique qui est pas encore présente, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais Victor, franchement, plus ça va, plus il est dominant. Et bordel, mais rendez-vous compte, Oui, rendez-vous compte de ce qu'on est en train de voir. et puis Victor, contrairement à Holmgren, est un vrai rookie. Ça m'a tellement saoulé des discussions que j'ai pu avoir avec des gens proches de moi qui venaient me voir en me disant « Oh, bah dis donc, c'est décevant, Victor, c'est décevant, Victor, c'est décevant. Bah dis donc, les Spurs, c'est nul. » C'est ouais, ça c'est terrible. Et en fait, je comprends pourquoi on me dit ça. Je comprends. J'essaie de pas avoir de jugement de valeur par rapport à ce genre de choses. Mais bordel, mais si tu comprends ce qu'il est en train de faire, mais on devrait tous sauter au plafond et en train de se dire, mais on a le joueur qu'on attendait tous, alors que c'était totalement fou ce qu'on espérait de lui. C'est ça, c'est que les attentes, elles étaient complètement déraisonnable et pourtant bah il est en train d'y répondre. Il est en train de faire une saison qui est aberrante. Moi, j'avoue que je comprends pas que certains boudent leur plaisir au prétexte qu'ils jouent dans une équipe qui ne gagne pas. Aucun rookie ne fait gagner une équipe faible. Ça n'arrive pas. Il faut arrêter de croire que le basket, c'est un sport individuel. Regardez les matchs de Wembanyama. Il est fou. Et surtout, tu l'as dit, il progresse à une vitesse qui n'est pas logique, en fait. À chaque match, tu l'as dit, il comprend mieux le jeu NBA, il comprend mieux ce qui lui est demandé par son coach, il comprend mieux ce qui lui est demandé par ses coéquipiers, il comprend tout. C'est hallucinant. Et c'est vrai que c'est frustrant de voir. En fait, on a l'impression que les gens s'attendaient à ce que Wembanyama, dès sa saison rookie, fasse de cette équipe, pardon pour le terme, mais de cette équipe pourrie, un prétendant au playoff. C'est déconnecté de la réalité, c'est des attentes qui ne sont pas logiques. Et c'est vrai que, ouais, moi, je trouve ça hallucinant. Je trouve que sur le parquet, il est dingue. La vitesse à laquelle il progresse, c'est pas humain. Sa maturité en dehors, enfin, sur Ouais. le parquet et en dehors du parquet, parce que tu l'as dit, il y a C'est le cérébral sur le terrain oui, qui m'impressionne vraiment, vraiment, vraiment. oui, Parce et que, puis voilà. sa maturité, parce que on l'a dit, il y a quand même eu des moments où dans le jeu ça allait pas, où à la main de son équipe ça marchait pas, et il montrait jamais de frustration, alors que vraiment il y a eu tellement de situations où son équipe aurait dû mieux faire, aurait dû le servir. Il y a tellement de séquences où il trouve des passes, des no-look passes, des trucs de fou furieux pour des joueurs qui ratent leur shoot C'est lamentablement. complètement Enfin, tu vois, fou. en fait, s'il était dans une bonne équipe aujourd'hui, les stats de Wembanyama, elles seraient encore plus impressionnantes, et c'est ça qui est fou. Mais attends, mais il nous a fait des matchs hallucinants. Le match contre les Bucks face à Giannis Antetokounmpo, il était Ah oui, absolument ouais. époustouflant. Le Shamgod face à Rudy Gobert. Mais sérieusement, Non mais c'est Charlie, dingue, hein. on parle d'un mec de 2,25 m qui fait un Shamgod au meilleur défenseur de la ligue Ouais. et qui marque sur une espèce de louche euh, en lay-up, quoi. Mais Ah ouais, attends, non, mais il est absolument c'est incroyable. fou. Et puis sa Et tout maturité. ça dans le collectif en plus. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune performance de Wembanyama qui ne s'inscrit pas euh, dans un bonus collectif. C'est-à-dire qu'il joue en équipe en plus de ça. Il est jamais en train de tirer la couverture vers lui en disant attendez les gars, j'ai envie de remporter ce titre de rookie de l'année, laissez-moi prendre 40 shoots, prendre tous les rebonds, faire tous les contres. Non, il joue pas du tout comme ça. Il est altruiste, il joue, il implique tout le monde, il est génial. Il est oui, et juste génial ce joueur. puis sa maturité en conférence de presse, moi je trouve ça dingue. Enfin, hier on en parlait un peu et on se disait mais en fait ce type-là, il fait du media training depuis qu'il est né, c'est pas possible. Hier, Charles et moi, on allait boire un coup, c'est pour ça. En fait ouais, en fait, c'est vraiment, si tu devais créer un joueur par IA, tu créerais Wembanyama. Il est incroyable que ça soit quand il est interrogé sur les jeunes joueurs français qui vont bientôt arriver en NBA, ou sur sa franchise, ou sur l'environnement, ou surtout sur sa pseudo-rivalité avec Holmgren. À chaque fois, ses réponses, elles sont mesurées, sensées, intelligentes. Il s'emballe jamais. Il est Franchement, moi, je suis à court de superlatifs sur ce mec-là. C'est un truc de fou. Et alors oui, effectivement, il a loupé les premiers trophées de rookie du mois. On s'en fout. Enfin,
On s'en fout totalement. Alors On là, s'en fout totalement. Alors moi, ce qui compte, c'est ce qu'il fait maintenant et ce qu'il oui, va faire d'ici la fin de la saison. et dans les 10 prochaines années. Et là, en fait, moi, ce qui me rassure, c'est la montée en puissance. Je préfère voir un joueur qui, surtout Wembanyama, qui est un rookie pur, contrairement à Holmgren, qui lui a déjà, il était blessé l'an dernier, donc il connaît déjà l'environnement NBA. Exactement. Il est déjà familiarisé avec tout ça. Faut jamais l'oublier. Et il est dans une équipe avec un MVP en titre, un mec qui est dans la course du MVP en puissance, en Shai Gilgeous-Alexander. Une équipe qui est plutôt bien installée, même si elle reste très jeune. Hein. Les Spurs et le Thunder sont les deux équipes les plus jeunes de la NBA. Oui, mais il y a beaucoup plus de certitude côté. Voilà, et il y a déjà des joueurs beaucoup plus en place, installés. Wembanyama, c'est que des gamins cette équipe quasiment. Donc il faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Et ce que fait Wembanyama justement dans cette évolution, c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de voir cette évolution là, sa combativité, sa façon de gérer les fins de match. Toi, hier, toi et moi, on parlait de ça. C'est ce que je t'ai dit. Le nombre de défaites magnifiques qu'ont eu les Spurs cette saison. Ils ont eu des défaites de dingue. Ouais. Où ils étaient en train de revenir. Ils sonnaient la charge. Ils remontaient au score. Wembanyama était présent. Il était central dans la remontée. Et il se faisait avoir. Pourquoi? Par manque d'expérience, pour des erreurs à la con, pour des pertes de balles stupides. Parce que, oui, Wembanyama fait encore des erreurs. Il va faire des espèces des passes à l'autre bout du terrain. L'idée est très bonne, mais il n'a pas encore la technique, il n'a pas encore il a pas encore tout à fait le timing pour le faire, tu vois. Mais l'idée est là, la vision est là, il ose, il prend des risques, et ça c'est beau. C'est ça qu'on a envie de voir, c'est ça qui est important en fait. Tout à fait. Il a pas. En fait, ce que j'adore chez ce joueur, c'est qu'il a pas peur de se tromper. Il a pas peur de faire des erreurs. C'est con, j'ai l'impression de parler comme un, je sais pas. Mais il a une générosité sur le terrain qui est dingue. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. C'est ridicule ce que je raconte. Mais... Non, c'est pas. En fait, le truc, c'est qu'on mine de rien, ça fait quand même. Enfin, tu vois, moi, ça fait 20 ans que je suis quand même vraiment la NBA. Des rookies, on en a vu passer, mais des pelletés et des pelletés. Et c'est vrai que cette attitude-là sur le parquet, en dehors, etc., c'est quand même quelque chose qu'on a rarement vu. Donc forcément, on le met aussi en avant parce que au-delà des performances sur le parquet qui sont vraiment irréelles, hein, il faut se rendre compte de ce que ce gars-là fait sur un parquet, c'est insensé, sur des joueurs qui sont extrêmement forts, extrêmement expérimentés. Enfin, tu l'as dit, il a fait des moves sur Antetokounmpo, sur Rudy Gobert, etc., qui sont juste fous. Ça fait 2 mois qu'il est en NBA. Ça ne fait que ouais, ça fait 2 mois qu'il est en NBA, le gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Charlie. Ouais, t'imagines le jour où il a 2-3 saisons dans les pattes, où il a compris comment faire, où le coaching staff des Spurs va construire sa force, son endurance, sa capacité va renforcer ses mouvements. Et puis le jour où il a un collectif au niveau autour de lui, quoi. Mais c'est n'importe... Rien que là, Trey Jones, tu vois très bien le... Voilà. Moi, c'est là où j'avais envie de balancer des trucs dans ma télé quand je regardais les matchs. C'est que tu te dis, attends, les gars, vous avez un gars de 2m25, vous jetez la balle en l'air et c'est bon. Mais oui. Et tu voyais jamais ça. Pourquoi? Parce que c'était pas le bon effectif autour de lui. Là, maintenant, t'as un vrai meneur. Qu'est-ce qu'il fait, Trey Jones? Ben, il y a des systèmes de jeu, hein. C'est pas Trey Jones tout seul qui décide de ça, bien évidemment. Mais il sait transmettre les ballons. Savoir transmettre les ballons, c'est très important. Et c'est ce qui se passe. Et tu vois qu'il le trouve maintenant. Enfin, le jour où tout ça prend forme et se consolide sur un terrain de basket, franchement, l'attente autour de Wembanyama, à part LeBron James en 2003, j'ai pas de point de comparaison par rapport à ça. Ah bah non, il n'y en a pas. Et le fait que Wembanyama soit capable, pour le moment tout du moins, de répondre présent à ça, de se montrer à la hauteur de ça, c'est dingue. Ouais, non, vraiment, moi, c'est effectivement, moi, c'est l'élément que je trouve le plus hallucinant. Il a une capacité à faire fi de la pression, etc., qui est dingue. Je reviens 2 secondes sur ce qu'on a dit sur le fait que Holmgren n'était pas un vrai rookie. C'est pas de la méchanceté ou du chauvinisme, mais juste c'est factuel. Voilà, il a été drafté en 2022. Alors ok, il avait pas mis les pieds sur un parquet, mais ça fait 1 an qu'il est en NBA.
Wembanyama, il est en totale découverte. Holmgren, il s'est familiarisé avec l'environnement NBA, avec son équipe, avec ses... Il a fait les entraînements, il a Mais fait, bien sûr, voilà, tout à fait. il est revenu totalement de sa blessure mi-avril dernier, Holmgren. Après, on l'a vu dans des entraînements avec Kevin Durant, on l'a vu dans des entraînements avec des joueurs NBA référencés. Pour un rookie, la difficulté, c'est pas uniquement de découvrir le niveau NBA sur le parquet. Découvrir cet environnement, ça fait partie du truc. Et c'est vrai que Wembanyama, de ce point de vue-là, c'était une page blanche avant ce début de saison, là où Holmgren, c'était pas le cas. Et c'est la manière avec laquelle il assimile tout ça, avec laquelle, en plus, il progresse d'un match à l'autre sur le parquet, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Réjouissons-nous, les amis. Ah ouais. Réjouissons-nous. Oh, on a de la chance. Mais clairement. Et je dis ça, je dis pas on a de la chance en tant que Français, hein, on a de la chance en tant que fan de basket. Avoir un mec comme lui qui déboule en NBA, il faut faire, il y a un seul truc qu'il faut faire, c'est croiser absolument tous les doigts que vous pouvez croiser pour qu'il ait pas des soucis de blessure dans sa carrière. S'il a pas de soucis de blessure pendant sa carrière, on est parti pour 10-15 ans de folie. S'il fait 10 ans de carrière en bonne santé, ça sera un exploit. Oui, je suis d'accord. Malheureusement, l'historique de ces joueurs-là, de cette taille-là, mais bon. La médecine moderne, les méthodes modernes, l'élasticité de ce joueur. Enfin, ouais, ça se trouve, c'est un cyborg, hein, moi je te dis. Il est tellement parfait partout que. Il est préparé depuis le plus jeune âge à tout ça. Quand tu regardais quand j'avais regardé le documentaire sur Canal+, c'était assez impressionnant de voir que voilà, ça fait des années qu'il prépare son corps, que son corps voilà et de cette manière-là, et qu'il est préparé pour ça. Et de ce point de vue-là, il y a un petit côté LeBron James. Hein. On sait très bien que LeBron James, sa vie est axée purement et uniquement autour de deux choses, le basket et sa famille. Tu vois, c'est comme ça en fait qu'on devient. Oui, et je pensais que tu allais dire un autre truc, mais que LeBron James investit dans l'entretien de son corps, constamment, de sa santé. Bien sûr. C'est quelque chose de primordial et voilà, croisons les doigts pour que ça se passe bien. Merci Charlie de nous avoir accompagnés. Mais écoute, merci à toi. C'était long, mais c'était cool. Oh, c'était long, vas-y toi là. Non, mais c'était un peu plus long que d'habitude, mais ça faisait C'était long, mais c'était bon. Voilà. Bah ouais. C'est ça que tu devrais dire, Charlie. Bah, j'ai dit c'était long, mais c'était cool. Ah, ok. Putain, j'ai compris autre chose, moi. On se retrouve la semaine prochaine, Charlie? Avec plaisir, ouais, pour la deadline. Ouais, la deadline. Il y aura les transferts, il y aura tout ce qu'on veut. On sera LeBron. Voilà, on saura où va jouer LeBron James. Peut-être à Philadelphie, hein? Non. Non. Je déconne. Peut-être aux Wizards. Peut-être aux Clippers. Ah, les Clippers, vas-y là. Je déconne. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, donc, bien évidemment, avec Charlie. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.